Qu'est-ce qui fait de la Mélanchier un mot si particulier que presque personne connaît jusqu'à ce qu'on ait lu le roman? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de la Mélanchier de Jacques Ferron. J'ai déjà lu ce roman au moins 2 ou 3 fois et me demandant s'il était approprié pour des apprenants de français, je l'ai recommencé et c'est tellement bon. Je l'ai relu au complet. Jacques Ferron est né en 1921 à Louisville, dans le comté de Maskinongé. Il a 2 sœurs et une frère plus jeunes, dont Marcel Ferron, l'artiste peintre, connu pour son travail dans les vitraux, membre des automatistes, son autre sœur Madeleine Ferron, elle-même aussi écrivaine, et son frère Paul Ferron, qui était comme lui médecin. Il fréquente le collège Brébeuf, dont il est renvoyé 2 fois. Il étudie la médecine à l'Université de Montréal. Il va pratiquer la médecine 2 ans en Gaspésie, puis il s'installe à Ville-Jacques-Cartier, une ville qui sera plus tard fusionnée à Longueuil. C'était une ville ouvrière, très pauvre, avec beaucoup de misère, et là, le docteur Ferron, bien souvent, pratiquait la médecine de manière gratuite auprès de ses patients. Il a été omnipraticien à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital Hippolyte-Lafontaine. La pratique de la médecine a une grande place dans les œuvres littéraires de Jacques Ferron. Ferron est très impliqué dans la vie politique, notamment par des prises de position, des lettres dans les journaux, et aussi par la fondation du Parti Rhinocéros, dont il sera le chef pendant plusieurs années, la Grande Corne. Ses positions politiques sont claires, et on voit plusieurs traces de ces positions-là dans plusieurs de ses œuvres. Il est mort en 1985, à l'âge de 64 ans, d'une crise cardiaque. Il publie sa première œuvre en 1951, La Barbe de François Hertel. Par la suite, il a écrit beaucoup de contes, d'historiettes, et le conte est très dominant dans la première partie de sa création littéraire. Et toujours dans les œuvres de Ferron, l'histoire prend une place, c'est toujours sous-jacent. Il aime beaucoup l'histoire dans plusieurs de ses pièces de théâtre, car il en a écrit beaucoup qui aujourd'hui sont peut-être un peu oubliés, et souvent ce sont des sujets historiques. Je pense par exemple au Grand Soleil, mettant en scène le docteur Chénier pendant la révolte des Patriotes. La Mélanchier est publiée en 1970, c'est probablement un de ses romans les plus connus. Sinon, son chef-d'œuvre, c'est du moins ce que Pierre Vadeboncoeur, un ami de Ferron, a écrit. Déjà en 1973, 3 ans après la parution, La Mélanchier est republiée aux éditions Robert Laffont, à Paris. L'intrigue du roman. La narratrice est Tina Mère de Portanqueux. Elle a à peu près 20 ans et elle nous raconte son enfance. La première partie du roman se passe quand elle a environ 5 ans. Le père de Tina Mère de Portanqueux, Léon de Portanqueux, occupe une place centrale dans son monde à elle. Il est comme un grand magicien, il se promène en vieux bournou tout usé, et il a divisé le monde en 2 côtés. Le bon côté des choses, qui est derrière la maison, avec la cour, mais surtout le grand boisé qu'il y a derrière, et le mauvais côté des choses, devant la maison, où il y aurait un minotaure qui saisirait les enfants pour les amener Dieu sait où, et où, lui, il part, habillé, camouflé en citoyen normal, chaque matin, pour aller travailler. Il lui raconte toutes sortes de foleries, et dans le monde de Tina Mère, ces imaginations-là sont évidemment réelles. Et dans le bois, dans les promenades avec son père, elle rencontre des personnages merveilleux. D'abord, M. Northrop. M. Northrop, en fait, c'est une réincarnation du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Le motif d'Alice au Pays des Merveilles est dominant dans la Mélanchier. C'est donc un lapin réincarné en anglais. Elle y rencontre, entre autres, aussi Messire Hubert Robson et la petite Mary Mahon, dont 2 personnages tirés d'un roman québécois que je ne connais pas et que je vais essayer de lire, Les Bois Francs de Charles-Édouard Maillot. Enfin, donc, il y a d'autres personnages. Et derrière le bois, il y a la mer des tranquillités, qu'on peut voir en regardant dans un télescope sur la Lune. C'est le reflet de la mer de tranquillité derrière le bois, et qui est en réalité le lac Saint-Pierre, au-delà de laquelle mer des tranquillités se retrouve le légendaire, mythique comté de Maskinongé, d'où la grande dynastie des Portanqueux descend. Donc, entre la réalité de l'héritage familial, qui a certains éléments en commun avec l'héritage familial de Ferron, Léon crée une mythologie qui englobe complètement sa jeune fille, Tina Mère. Tina Mère est fascinée par cet univers qu'elle considère vrai, jusqu'au jour où, à peu près à la moitié du roman, elle entre à l'école. C'est un roman sur l'enfance, sur l'identité, sur l'héritage, thèmes qui sont ici considérés du niveau personnel, individuel, avec sans cesse des liens avec le collectif, le politique.
et le social. Il y a toute une belle réflexion tout au début et à la fin sur le rôle de la nuit pour un enfant. Et Tina Mère dit que pour elle, au début, la nuit, c'est une frontière étanche. Et elle avait toujours peur d'oublier ce qu'elle avait pensé la veille. Et que chaque journée était encapsulée. Et que c'était toujours un nouveau début. Et qu'on recommençait. Et puis, il y a toujours un moment dans la vie de chaque enfant où elle traverse la nuit. Et où tout d'un coup, la vie devient un fil. Et on construit notre identité de cette manière-là. Les allusions littéraires, elles sont ici importantes et multiples. D'abord à l'Angleterre avec Lewis Carroll et Alice in Wonderland, au Canada français avec Les Bois Francs, et aussi au Canada anglais parce que M. Northrop, c'est une allusion au critique littéraire canadien Northrop Frye que Ferron admirait beaucoup. Et donc c'est un texte qui s'inscrit dans le rapport à l'histoire et dans le rapport à l'histoire littéraire. Dans son rapport à l'histoire, la Mélanchie est quand même typique de son époque. À partir de la Révolution tranquille, on s'est mis, socialement, mais aussi dans l'histoire de la littérature, à se réapproprier notre propre histoire. En fait, on a un peu oublié l'histoire récente, c'est-à-dire la période duplessiste, mais on est allé piger beaucoup dans le 19e siècle. On s'est inspiré des patriotes, des épisodes de colonisation, et ça, on l'a revalorisé. La Mélanchier, comme Ferron en général, fait ça comme beaucoup d'écrivains de son époque. En relisant La Mélanchier, pour la première fois, j'ai vu une grande ressemblance entre Tina Mère de Portenqueux et Bérénice Heinberg, l'héroïne de La Vallée des Avalées de Régent Ducharme, parue seulement 4 ans plus tôt, en 1966. Elles ont beaucoup de différences, mais c'est la première fois que pour moi, les ressemblances entre ces deux romans apparaissent. D'abord, héroïne, narratrice, féminine. Ensuite, ce sont des romans d'apprentissage où on traverse l'enfance et ses épreuves, le désenchantement, pour terminer à la vie adulte. Les deux romans sont très ancrés dans la cellule familiale. Il y a un rapport spécial avec le père, un certain antagonisme avec la mère. Mais il y a aussi quelque chose que j'avais peut-être jamais remarqué ou oublié, c'est le rapport à la langue. C'est clair, tout le monde qui a lu Ducharme le sait. Ducharme est effronté dans son rapport à sa langue. C'est une langue poétique, brisée, réinventée, des néologismes. C'est une langue parfois complètement folle. Mais il y a ça aussi chez Ferron. D'une autre manière, peut-être plus retenue, peut-être un peu moins exagérée et exubérante, mais il y a des néologismes. Il y a des nouvelles manières d'écrire le mot. Et il y a ici aussi une incroyable densité poétique. C'est très, très dense. Il y a des variations de niveau de langue. Et il y a un rapport à la langue parent entre Ducharme et Ferron. Évidemment, le rapport à l'histoire est aussi commun dans ces deux œuvres-là, comme à plusieurs œuvres de leur époque. Évidemment, il y a une différence entre les deux héroïnes et les deux œuvres, notamment dans toute la part de violence et d'agressivité que Bérénice a, que Tina Mère a beaucoup moins. Il y a des différences dans le dénouement, mais quand même, il y a une similitude. Les deux jeunes filles, à la fin, sont au début de l'âge adulte, après un virement important. En tout cas, ce rapprochement-là, c'est la découverte que j'ai faite de cette, je ne sais pas combienième lecture de La Mélanchier. La langue est belle. Oui, il y a des passages un petit peu plus théoriques où il se passe moins de choses, mais c'est beau, j'ai eu du plaisir à le relire. Et puis, allons-y. Je vous lis l'incipit. Je me nomme Tina Mère de Portenqueux. En passant, Tina Mère, c'est un anagramme de Martine, une des filles de Ferron. Je vous ai demandé en ouverture, qu'est-ce que c'est que cet amélanchier? Pourquoi le mot est-il si spécial? D'abord, c'est un des rares mots qui viennent directement du gaulois, qui ne vient pas du latin. C'est une espèce de plante pas si connue que ça. En anglais, on appelle ces baies les Saskatoon berries. Saskatoon, c'est le terme cri pour parler de cet arbre-là. Et sans aucun doute, la ville de Saskatchewan est ainsi nommée. Le frère Marie-Victorin écrit de l'amélanchier. Les amélanchiers mériteraient d'être cultivés à cause de leur beauté au moment de la floraison et de l'attrait qu'ils exercent sur les oiseaux. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on l'appelait l'arbre à oiseaux et on le trouvait souvent dans des jardins de monastères. Pourquoi ici? C'est que l'amélanchier est le premier à fleurir et il est le dernier dans la saison avec ses fruits. Et la séparation temporelle de l'année qu'on suit avec Tina Mère et du temps dans le roman, elle est cerné par cet amélanchier, l'arbre superbe. Si vous avez jamais lu ce classique de la littérature québécoise, et il y a quelques années, une de mes étudiantes m'a dit qu'elle l'avait terminé en pleurant à chaudes larmes, je pense que ça vaut la peine d'aller découvrir L'Amélanchier de Jacques Ferron. Et si vous l'avez déjà lu, bien sûr, mettez vos commentaires en bas.
Bonne lecture.